Welcome to The French Time, where learning French becomes easy and fun. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on a décidé de s'attaquer à un vrai monument, la culture française. Mais attention, loin des clichés habituels, vous savez, la Tour Eiffel, le béret, on va essayer d'aller plus loin. On va explorer ensemble ce qui la constitue vraiment au quotidien, décortiquer ses habitudes, ses rituels, pour comprendre comment il façonne un certain art de vivre. Parfait. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, je propose qu'on commence par un vrai champ de mine social. La bise. Ah, la bise. On connaît le principe, mais c'est un rituel qui, même pour nous Français, est parfois semé d'embûches. C'est un excellent point de départ. Parce que la bise, ce n'est pas juste bonjour. C'est un marqueur social incroyablement puissant. C'est une négociation permanente qui commence, quel joue on tend, et puis le nombre. Le nombre, le fameux casse-tête. Voilà, 2 bises à Paris, c'est la norme, c'est efficace. 3 dans le sud, c'est tout de suite plus chaleureux, on prend plus le temps. Et puis ça peut monter à 4 dans l'ouest. Ah oui, quand même. Oui, oui. Il existe des cartes de France de la bise. C'est vous dire si c'est un enjeu presque identitaire au niveau régional. C'est fou. On ne salue pas pareil à Lille ou à Marseille. Mais au-delà de la géographie, il y a la question du contexte. On ne fait pas la bise à n'importe qui. On a tous connu ce moment de flottement, un peu gênant, poignée de main ou bise. Ce moment de flottement, il est essentiel. C'est lui qui définit la frontière entre le formel et l'informel. La poignée de main, ça installe une distance, c'est professionnel, c'est respectueux. Proposer la bise, c'est faire entrer l'autre dans un cercle plus intime. Et puis, bien sûr, la pandémie a tout bouleversé. Complètement. L'hésitation est devenue la norme, même entre proches. On a vu le check du coude, le bonjour de loin, et un retour de la poignée de main, même dans des contextes amicaux. Ce qui est fascinant, ça montre qu'un code qu'on croyait gravé dans le marbre est en fait vivant. Il s'adapte. Exactement. Le rituel est réinventé pour préserver sa fonction première, maintenir le lien social. Et une fois qu'on a passé cette première étape, le lien social, il se renforce surtout à table. C'est peut-être la scène principale du théâtre social français. Ah oui, là on est au cœur du réacteur. Le repas, ce n'est pas une simple pause dans la journée. C'est un événement. C'est structuré. Prenez le déjeuner. L'idéal, ça reste la fameuse pause d'1 heure, voire 2. Bien sûr, la réalité dans les grandes villes, c'est parfois le sandwich devant l'ordinateur. Malheureusement. Oui, mais c'est encore perçu comme une défaite, une concession à un rythme de vie qui n'est pas le nôtre. La norme, le droit, ça reste la vraie coupure. Et cette coupure, elle suit une chronologie très précise. Ce n'est pas juste un plat, c'est un narration. Entrée, plat, fromage, dessert. C'est ça. Cette structure, elle nous dit que le temps est un ingrédient du plaisir. Chaque étape a son rôle. L'entrée, ça ouvre l'appétit, ça lance la conversation. Le plat, c'est le moment d'échange principal. Et puis, arrive ce moment très français, le fromage. Ah, le fromage. Ce n'est pas une option, c'est une transition entre le salé et le sucré. C'est un moment de dégustation plus posé. Vous connaissez la fameuse phrase de Gaulle ? Comment voulez-vous gouverner un pays qui a 246 variétés de fromage? Voilà. On la cite souvent comme une blague sur la complexité française. Mais il y a autre chose derrière, non? C'est aussi une fierté pour cette diversité, ce refus de l'uniforme? Absolument. C'est un hommage au terroir, au savoir-faire local. Un plateau de fromage, c'est une sorte de carte de France qu'on peut manger. Et puis, même la place du café est révélatrice. Il arrive à la toute fin, après le dessert. Jamais pendant. Jamais pendant. Surtout pas. Il ne doit pas déranger les saveurs du repas. C'est le point final, le signal que la cérémonie est terminée. Et ces rituels, ils ne se limitent pas à la table. Ils irriguent tout le quotidien, à travers 2 institutions majeures, la boulangerie et le café. La boulangerie, c'est tellement plus qu'un simple magasin. Oh oui, c'est le cœur du quartier. Le fait d'aller chercher sa baguette fraîche tous les jours, ça rythme la journée. Et il y a ce petit rituel que tout le monde connaît, croquer le quignon, le bout de la baguette encore chaud sur le chemin du retour. Un plaisir simple, immédiat. C'est ça. La boulangerie, c'est aussi le théâtre de débats nationaux. Je pense à la guerre entre pain au chocolat et chocolatine. Ah, un sujet sensible. Très sensible. Ce n'est pas juste un mot, c'est une affirmation d'identité régionale très très forte. L'autre lieu de vie, c'est le café. Et je ne parle pas de la boisson, mais bien du lieu. Ce qui me frappe toujours, c'est de voir les chaises en terrasse.
Elles sont presque toutes tournées vers la rue. C'est tout à fait ça. Le café, c'est ce qu'on appelle un troisième lieu. Ni la maison, ni le travail. C'est un poste d'observation. On y va pour voir et pour être vu. On y lit, on travaille un peu, mais surtout, on regarde la vie passer. La terrasse, c'est une scène de théâtre, et les clients sont à la fois les acteurs et le public. Certains cafés parisiens, comme les de Magou ou le Café de Fleurs, étaient même les quartiers généraux de toute une vie intellectuelle et artistique. Exactement. Ils ont élevé ce concept au rang d'art. Ce rapport au temps, cette façon de le marquer par des rituels, on le retrouve aussi dans le rythme de vie. Les vacances, par exemple. En France, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. C'est un pilier du contrat social, oui. Les 5 semaines de congés payés, c'est intouchable. Et il y a ce phénomène incroyable du mois d'août, les grandes vacances. Le pays semble tourner au ralenti. Paris se vide de ses habitants. C'est vrai. C'est une sorte de migration collective vers la mer, la montagne, la campagne. L'idée d'une déconnexion collective qui prime sur l'économie. Mais est-ce que cette culture de la pause est encore tenable? Je pense au dimanche. Historiquement, c'est le jour du repos, de la famille. Les magasins sont fermés. Mais ça change. C'est un grand débat de société en ce moment. D'un côté, il y a la défense du dimanche sanctuarisé. C'est vu comme un rempart contre la marchandisation de tout notre temps. De l'autre, il y a la pression de l'économie, du tourisme, une demande pour plus de flexibilité. L'ouverture des magasins le dimanche dans les grandes villes montre que ce rempart se fissure un peu. La question c'est, est-ce une modernisation ou la perte d'une spécificité culturelle? C'est toute la question. Ce qui nous amène aux codes sociaux qui régissent tout ça. Un concept qui revient souvent et qui est assez complexe à saisir, c'est la galanterie à la française. Oula, oui, sujet délicat, parce qu'il est en pleine redéfinition. Historiquement, la galanterie, c'était des gestes très codifiés. Tenir la porte, laisser passer une femme en premier, des gestes basés sur une idée de protection. Aujourd'hui, avec les débats sur l'égalité, ces gestes peuvent être vus très différemment. D'accord. Certains y voient toujours une politesse, un charme, d'autres un paternalisme un peu dépassé qui sous-entendrait une forme de faiblesse. Donc ce qui compte, c'est l'intention et la façon dont c'est reçu, plus que le geste en lui-même. Exactement. Le débat s'est déplacé. On parle moins de code et plus de respect mutuel. Par contre, ce qui ne change absolument pas, c'est l'importance capitale des formules de politesse de base. Dire bonjour en entrant dans un magasin, s'il vous plaît, merci, au revoir. Ne pas le faire, c'est presque vu comme une agression. On rompt le contrat social minimal. Et dans ce contrat, il y a une règle de grammaire qui est en fait un outil social majeur. La différence entre tu et vous. Ah, c'est fondamental. Le vouvoiement, c'est la distance par défaut. C'est la marque du respect, de la formalité. Le tutoiement, c'est le signe de la proximité, de l'intimité. Et le moment le plus délicat, Le passage de l'un à l'autre. c'est vrai. C'est une étape symbolique. Quand quelqu'un demande « on peut se tutoyer », c'est une invitation à réduire la distance sociale. Et c'est très rare de la refuser. Toute l'année est comme ça, rythmée par des dates, des célébrations, avec leurs propres rituels. Oui, le calendrier est une partition. Le 14 juillet, la fête nationale, ce n'est pas juste un jour férié. Il y a le défilé militaire, très solennel le matin, et puis le soir, les bals populaires, les feux d'artifice. C'est beaucoup plus festif, c'est ce mélange. Le 1er mai aussi, il y a ce double visage. Tout à fait. Il y a les défilés syndicaux pour la fête du travail, et en même temps, la tradition d'offrir du muguet comme porte-bonheur. Et puis il y a des traditions plus légères, presque païennes, qui sont très vivantes. Absolument. Prenez la Chandeleur, le 2 février. C'est devenu la fête des crêpes pour tout le monde. Et il y a cette superstition de faire sauter la première crêpe avec une pièce dans la main pour avoir de l'argent toute l'année. On le fait tous. On le fait tous. Ou Pâques, qui est bien sûr une grande fête religieuse, mais qui est aussi, pour des millions d'enfants, la grande chasse aux œufs en chocolat dans le jardin. Ces traditions, elles ancrent l'année dans des moments de partage. Bon, si on fait un petit bilan, on a vu que la bise est une négociation, le repas une cérémonie, le pain un lien social, les vacances un droit sacré. On comprend bien que tout ça, ce ne sont pas de simples détails folkloriques. C'est un système qui valorise le temps, le lien, une certaine complexité. C'est le point essentiel. Et comprendre ces codes, ça permet d'accéder à un niveau de communication beaucoup plus riche, de comprendre l'implicite. C'est ce contexte culturel qui donne tout leur sens aux mots. C'est ce qui rend l'immersion dans cette culture à la fois si difficile et si passionnante.
Et pour conclure cette exploration, quelles pensées, quelles questions pourrait-on laisser à nos auditeurs? Je crois que toute notre discussion nous mène à une question assez fondamentale pour notre époque. Dans un monde de plus en plus globalisé, où tout va très vite, où l'efficacité